Fin des années 90, Hollywood a soif de nouveaux héros. L'époque est au blockbuster spectaculaire, aux combats titanesques, aux guerres dans l'espace. En 1997, un film débarque dans les salles, prêt à offrir au public exactement ce qu'il attendait. Des soldats en armure, des aliens géants et des batailles sanglantes aux quatre coins de la galaxie. Ce film, c'est Starship Troopers. Sur le papier, tout ressemble à un pur film d'action futuriste. Une guerre totale entre l'humanité et une race d'insectes extraterrestres, les arachnides. Des jeunes beaux, musclés, patriotes, prêts à mourir pour notre planète. Un cinéma spectaculaire, explosif et efficace. Mais derrière les apparences, Starship Troopers cache autre chose, un piège, un miroir tendu au spectateur. Car à sa tête, il y a Paul Verhoeven, un réalisateur qui n'a jamais aimé les héros trop lisses et parfaits. Un cinéaste fasciné par les sociétés violentes, autoritaires et les images de propagande. On n'est pas loin du plus grand retournement de veste de l'histoire du cinéma avec ce film. Si je vous disais que Starship Troopers n'est pas seulement un film d'action bourrin des années 90. Derrière les soldats, les effets spéciaux révolutionnaires et les araignées géantes se cache en fait l'une des satires politiques les plus incomprises du cinéma. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi Starship Troopers est devenu un véritable classique culte depuis quelques années seulement. Starship Troopers ne naît pas seulement d'une idée originale de Paul Verhoeven, mais d'une adaptation d'un roman de science-fiction de Robert Heinlein, publié en 1959. Le livre intitulé Starship Troopers est un classique du genre qui a marqué la littérature de science-fiction par sa vision radicale du militarisme et de la guerre. Heinlein, un auteur influent de l'époque, y présente un futur où les citoyens ne peuvent accéder à des droits civiques qu'après avoir servi dans l'armée, une société fasciste régie par des principes de discipline militaire, de propagande et de hiérarchie. Le roman a fait débat d'ailleurs à sa sortie, tant par son message de glorification de l'armée que par sa vision de la citoyenneté conditionnelle, où seuls les anciens soldats sont autorisés à voter. Ce mélange de militarisme, de fascisme et de philosophie politique a fait du livre un choix intéressant pour une adaptation cinématographique, bien que la majorité des studios de l'époque aient hésité à le produire en raison de son contenu politique très controversé. Le choix de Paul Verhoeven pour diriger l'adaptation de Starship Troopers était loin d'être évident. Mais il s'est avéré être un véritable coup de maître. Verhoeven, déjà connu pour ses films subversifs comme Robocop et Total Recall, avait prouvé son talent pour manier la violence et la critique sociale sous des airs de blockbuster grand public. Ces films avaient toujours une dimension satirique cachée, souvent camouflée sous un excès de spectaculaire qui trompait le spectateur tout en délivrant une critique acerbe des sociétés autoritaires et militaristes. Ce n'est donc pas un hasard si Verhoeven a été choisi. Il était l'homme idéal pour transformer un roman militaire en satire mordante. Avec Starship Troopers, il allait pouvoir utiliser l'esthétique du film de guerre de science-fiction pour en faire une critique acerbe de la société militaire, tout en jouant avec les attentes du public qui s'attendait à un simple film d'action. Verhoeven a compris qu'en mélangeant l'iconographie du héros militaire avec une critique de la propagande et de la déshumanisation de la guerre, il pourrait exploiter le potentiel subversif du film. Le scénariste Edward Neumeyer, qui avait déjà travaillé avec Verhoeven sur Robocop, a également joué un rôle crucial dans la création de ce qui allait devenir l'un des films les plus polarisants de l'histoire du cinéma de science-fiction. Neumeyer, avec sa vision d'une société totalitaire et militarisée, a pris les éléments du roman de Heinlein et les a adaptés pour le grand écran, tout en infusant le scénario d'un ton ironique et satirique qui ferait écho au thème de la guerre et de la propagande.
Si le roman présentait une vision très sérieuse du militarisme, Neumeyer et Verhoeven ont choisi de la subvertir, de la rendre totalement absurde et exagérée, pour mieux dénoncer ce genre de société. Mais une partie essentielle du succès visuel de Starship Troopers réside bien sûr dans ses effets spéciaux, dirigés par l'incontournable Phil Tippett, un maître des effets spéciaux et pionnier du stop motion. Tippett était déjà un vétéran de l'industrie. Il avait travaillé sur des films comme Star Wars, Empire contre-attaque en 1980, Jurassic Park en 1993 et bien sûr Robocop en 1987. C'est lui qui avait notamment animé la stop motion du célèbre robot ED-209. Sa réputation en matière de création de créatures animées et de modélisation des scènes de bataille spatiale était bien établie et c'est pourquoi Verhoeven l'a choisi naturellement pour Starship Troopers. Tippett a apporté son expertise dans l'animation de créatures en stop motion pour donner vie aux arachnides, les insectes géants qui servent d'ennemis aux soldats de la Fédération. Le processus d'animation était d'ailleurs un véritable défi car les arachnides devaient être animés à la main, image par image, technique très laborieuse mais qui apporterait un réalisme frappant aux scènes de combat. Ces créatures mêlant CGI et animatronics sont devenues l'un des éléments visuels les plus mémorables du film. L'utilisation de miniatures et de maquettes pour les scènes spatiales et de combat a également été une caractéristique déterminante de l'esthétique du film. Les vaisseaux spatiaux et les stations orbitales étaient filmés à l'aide de techniques de stop motion et d'animation en maquette, ce qui a permis de créer un univers visuel palpable. Ce recours à des méthodes plus traditionnelles a également permis de contrebalancer l'aspect technologique des CGI en gardant un sentiment de réalisme brut, plutôt que de tomber dans un excès de technologie numérique qui aurait pu rendre l'univers beaucoup plus artificiel. Le tournage du film a été une expérience éprouvante. Une partie de la production s'est déroulée dans des environnements désertiques, principalement dans le Dakota du Sud et le Wyoming, où l'équipe a dû faire face à des températures extrêmes et à des conditions de travail plutôt difficiles. Les scènes extérieures ont été filmées sous un soleil de plomb et les acteurs ont dû se battre contre la chaleur et la poussière du désert pour incarner des soldats combattants sur des planètes lointaines. À côté de ça, une bonne partie des scènes en studio a permis de créer des ambiances spatiales et des batailles en zéro gravité, dont les maquettes et les effets spéciaux ont fait toute la magie. Verhoeven, fidèle à sa réputation, a insisté pour que chaque scène soit aussi réaliste que possible, tout en conservant une dimension spectaculaire et visuellement frappante. Paul Verhoeven et Edward Neumeyer ont fait des choix de casting très particuliers, volontairement en contradiction avec l'image sombre et violente du film. Dans Starship Troopers, pas de gueule cassée ou de vétérans de films de guerre. Au contraire, les acteurs ressemblent à des mannequins tout droit sortis d'une publicité, renforçant d'ailleurs l'aspect factice et idéalisé de l'univers de la Fédération. Casper Van Dien incarne Johnny Rico, alors totalement inconnu à l'époque. Il est choisi pour son physique de premier de la classe et son sourire ultra bright. Son jeu parfois un peu rigide n'est d'ailleurs pas un défaut. Il participe au propos du film en accentuant la naïveté et l'endoctrinement du personnage. Dina Meyer incarne Dizzy, actrice encore peu connue à l'époque, vue notamment dans le film Dragonheart. Elle incarne un personnage créé spécialement pour le film. Dans le roman original, Dizzy est en fait un homme qui meurt dès les premières pages. Denise Richards incarne Carmen Ibanez. Verhoeven voulait un visage parfait, presque irréel, pour incarner le rêve de la pilote modèle de la Fédération. Son jeu jugé froid colle d'ailleurs parfaitement à son rôle de militaire carriériste, distante et calculatrice. Neil Patrick Harris incarne Carl, célèbre à l'époque pour la série Dr Doogie. Il joue un colonel aux méthodes scientifiques plutôt inquiétantes. Son look dans la dernière scène, avec un manteau noir, est évidemment une référence directe aux officiers SS de la Seconde Guerre mondiale. Michael Ironside incarne Ratchek, un habitué des films de Verhoeven. Il jouait d'ailleurs déjà dans Total Recall. Parfait ici pour incarner un professeur devenu officier ultra militariste. Mentor plutôt sévère, mais charismatique. Enfin, Clancy Brown incarne le sergent Zim. Avec sa voix grave et sa carrure imposante, il donne au sergent instructeur un mélange d'autorité et d'humour sadique particulièrement marquant et jouissif. Ça va mon gars? Sergent, oui sergent. J'ai mal au bras, il doit être pété sergent. Médecin! Alors on le sait, Verhoeven il aime bien reprendre certains acteurs dans tous ses films et notamment dans Starship Troopers il reprend bien sûr Michael Ironside avec qui il avait tourné déjà dans Total Recall et puis il reprend aussi deux acteurs de Total Recall dont l'un qui deviendra eh bien forcément Hank Schrader dans la série Breaking Bad. Voilà, petite mention honorable, je le place ici parce que de toute façon je sais que sinon certains
me l'aurez mis dans les commentaires. Par contre, si vous avez le nom de l'acteur, ça m'intéresse. De nombreux acteurs ont d'ailleurs avoué qu'ils n'avaient pas compris pendant le tournage que le film était une satire. Beaucoup pensaient réellement jouer dans un blockbuster militaire patriotique. Et c'est qu'en découvrant le montage final qu'ils ont réalisé les intentions de Paul Verhoeven. Pour un film sorti en 1997, Starship Troopers est tout simplement un chef-d'œuvre visuel, à la croisée des techniques traditionnelles et des technologies numériques les plus récentes. Les arachnides, créés en images de synthèse par Phil Tippett, a encore une fois réalisé un travail impressionnant. Les scènes de bataille ont-elles été tournées en extérieur sur fond bleu avec des repères pour les comédiens. Les acteurs tiraient souvent dans le vide et les arachnides étaient ajoutés en post-production. Pour les vaisseaux spatiaux, plutôt que des CGI, Verhoeven a choisi d'utiliser des maquettes physiques, filmées toujours en stop motion, pour un rendu plus tangible et réaliste. Enfin, les explosions et les blessures est un savant mélange d'effets pyrotechniques, d'animatroniques et de maquillage en latex animé mécaniquement. Le film utilise d'ailleurs plus de 2000 plans à effets spéciaux. C'est un chiffre colossal pour l'époque, faisant de Starship Troopers l'un des projets les plus ambitieux techniquement de la fin des années 90. La bande originale est signée Basil Paul Douris, déjà collaborateur de Verhoeven sur Robocop. Sa musique participe pleinement à l'ironie du film, un style militaire et héroïque aux accents de marche guerrière qui renforce l'ambiance de propagande omniprésente. Des morceaux grandioses comme Klenda to Drop accompagnent les scènes de débarquement avec une solennité presque grotesque. Certains thèmes rappellent directement les hymnes nationaux, américains ou soviétiques, accentuant l'aspect satirique et factice de cet univers ultra militarisé. Cette musique, qui pourrait sembler sortir d'un vrai film de guerre patriotique, est ici en fait détournée pour renforcer le piège idéologique tendu aux spectateurs. La musique a été enregistrée sur un plateau d'enregistrement des studios Sony entre juin et septembre 97 avec un orchestre complet de 97 musiciens utilisant des instruments acoustiques à percussion. Evelyn Hawes, un groupe comprenant la fille de Paul Douris, Zoé, interprète 2 chansons pendant la scène du bal, une chanson originale, Into It, et I've Not Been to Oxford Town, composée par David Bowie. Starship Troopers. Starship Troopers est sorti aux États-Unis le 7 novembre 1997 et bien plus tard en France le 11 mars 1998. Et d'ailleurs c'est plutôt amusant parce que ce décalage a sûrement joué un rôle dans la réception critique du film chez nous en France. Parce qu'il est arrivé plusieurs mois plus tard, alors qu'il avait déjà fait parler de lui aux États-Unis, avec des critiques très partagées, certains l'ayant vu comme un pur film de bourrin et d'autres comme une satire brillante. Avec son budget estimé entre 100 et 110 millions de dollars, le film a rapporté environ 121 millions de dollars dans le monde. Ces chiffres montrent que le film a à peine couvert son budget de production avec ses recettes mondiales. Aux États-Unis, les résultats ont été particulièrement décevants, contribuant à classer le film comme un semi-échec commercial lors de sa sortie. La réception critique fut également très partagée, beaucoup sont totalement passés à côté de la satire à l'époque, voyant simplement un film de science-fiction militariste ultra violent. D'autres au contraire ont perçu le second degré et ont salué le génie de Verhoeven, mais la subtilité, ou en tout cas l'ambiguïté, de sa mise en scène a créé un malentendu durable. Le film a été accusé, à tort, de faire l'apologie du fascisme, alors qu'il en est précisément la dénonciation la plus acide. Et pour ma part, c'est un film que j'ai découvert au cinéma lorsque j'étais au lycée. Un film dont tout le monde parlait à l'époque. Le grand retour de Verhoeven à la science-fiction. Des années avant le retour de Star Wars. Et en matière de SF, on n'avait pas grand chose à ce moment-là à se mettre sous la dent. Rien de spectaculaire depuis Independence Day. Et Starship Troopers reste l'un de mes plus beaux souvenirs de cinéma. Une claque dont on parlait tous les jours avec les potes entre les cours. Un film dont on a attendu la sortie pendant plusieurs mois. Dans un futur lointain, la Terre est gouvernée par la Fédération des Citoyens Unis, un régime militariste fondé après l'effondrement des anciennes démocraties. Désormais, seuls les citoyens ayant accompli un service militaire ont accès à des droits fondamentaux comme voter ou avoir des enfants, ou simplement être respectés. Le reste de la population, les civils, sont eux tenus à l'écart. Maîtres du voyage interstellaire, les humains étendent leur empire à travers la galaxie, mais cette expansion les confronte à un ennemi redoutable, les arachnides, une espèce d'insectes géants aussi primitifs que redoutablement organisés. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre aussi.
À Buenos Aires, Johnny Rico, un adolescent sportif issu d'une famille aisée, décide de s'engager dans l'armée pour suivre Carmen Ibanez, sa petite amie qui rêve de devenir pilote de vaisseau. Tu ne pars pas à l'armée, tu pars en vacances. Je ne partirai pas en vacances. Je veux devenir citoyen. Johnny, si tu passes cette porte, je te coupe les vivres, je te préviens. Tu l'auras cherché, je te coupe les vivres. Leur ami Carl, doté de capacités psychiques, rejoint quant à lui les services de renseignement militaire. Rico intègre l'infanterie mobile, aux côtés de Dizzy, une camarade secrètement amoureuse de lui, qui réussit à se faire affecter dans la même unité. C'est l'infanterie mobile qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Très vite, les chemins se séparent. Carmen prend ses distances avec Rico, séduite par son supérieur, Zander Barcalau. Rico, lui, progresse dans les rangs sous les ordres du sergent Zim et devient chef d'escouade. Mais lors d'un exercice, une erreur de jugement de Rico coûte la vie à un de ses camarades. Déchu de son grade et flagellé publiquement, il démissionne, démoralisé. C'est alors qu'un événement tragique bouleverse le monde. Un astéroïde lancé par les arachnides détruit Buenos Aires, rayant sa ville natale et séparant au passage de la carte. Rico décide alors de se réengager. Major, mon père et ma mère, ma seule famille vivait à Buenos Aires. C'est votre signature, ça, Rico? Eh bien, moi, je la reconnais pas. Allez, foutez-moi le camp. Oui, sergent. L'armée lance alors une invasion massive de Klendatu, la planète d'origine des arachnides. Mais les humains, trop sûrs d'eux, sous-estiment l'ennemi et c'est un véritable massacre. Il y en a d'autres. Rico est gravement blessé, mais sauvé in extremis par le lieutenant Ratchek, son ancien professeur devenu militaire d'élite. Tout le monde se bat, personne ne se barre. Le premier qui se dégonfle, je le descends. Une fois remis, Rico intègre les Francs-Tireurs, l'unité d'élite de Ratchek, aux côtés de Dizzy et de son camarade Ace Levy. Sur la planète Tango Uria, Rico prouve sa valeur en affrontant un gigantesque tanker, un scarabée cracheur de feu. Il est promu caporal et cède enfin aux avances de Dizzy. Dis donc, Rico, qu'est-ce que tu fais cette nuit? Maintenant, on est ensemble. Mais la guerre est loin d'être finie. En mission sur la planète P, les Francs-Tireurs répondent à un signal de détresse. Sur place, un avant-poste humain massacré les attend. L'escouade tombe alors dans une embuscade sanglante. Dizzy est mortellement blessé par les arachnides et Rico doit abréger les souffrances de Ratchek, grièvement mutilé. Meurs pas, Dizzy, laisse-moi tomber. Non, ça fait rien. Puisque tu m'as aimé. Carmen et son acolyte les évacuent alors in extremis. Et Rico prononce un éloge funèbre pour Dizzy, sous les étoiles de l'espace. C'est alors que Carl, désormais devenu colonel des renseignements, révèle le but caché de cette mission, localiser et capturer le cerveau, un insecte doté d'une intelligence stratégique capable de diriger tous les autres. Il confie alors à Rico le commandement des Francs-Tireurs et l'envoie retourner sur la planète P pour l'affronter. La bataille finale est alors lancée, le vaisseau de Carmen est abattu et elle s'écrase avec Zander dans un tunnel souterrain contrôlé par les insectes. La situation est extrêmement hostile. Un type comme moi viendra bientôt. Il viendra et il te tuera. Toi et tous tes putains d'insectes. Capturés, ils assistent impuissants au moment où le cerveau perce le crâne de Zander pour absorber ses connaissances. L'une des scènes les plus marquantes, cruelles et réussies du film. Rico, Ace et leur coéquipier Watkins partent alors les sauver armés d'une bombe nucléaire miniature. Après un combat acharné, Carmen est libérée, mais Watkins, grièvement blessé, se sacrifie en faisant exploser la bombe pour couvrir leur fuite. À la surface, la guerre touche à sa fin. Le sergent Zim, redevenu simple soldat par esprit de sacrifice, a capturé le cerveau. Les troupes célèbrent la victoire tandis que Jenkins lit dans l'esprit de la créature et annonce ce que tous rêvaient d'entendre, le monstre est effrayé. Il est effrayé. En
Conclusion, une propagande télé célèbre la victoire de l'humanité. Le cerveau est étudié, torturé et disséqué. Carmen est devenu capitaine, Rico est promu lieutenant, prêt à mener la prochaine génération de soldats vers un conflit sans fin. La guerre continue et rien n'a vraiment changé. Il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Sorti en 1997, Starship Troopers a été vu par beaucoup comme un simple blockbuster militaire futuriste. Mais en réalité, Verhoeven détourne volontairement tous les codes du film de guerre patriotique pour les retourner contre nous. Il pastiche la propagande, l'endoctrinement et le fascisme, mais avec un sérieux déconcertant. Et c'est là tout le piège. Voulez-vous en savoir plus? L'effort de guerre, c'est aussi votre effort. Au travail, chez vous, dans votre communauté. Les fausses pubs, les bulletins d'infos militarisés, les slogans accrocheurs, tout dans le film rappelle la propagande des régimes totalitaires. Et c'est pas un hasard si les personnages principaux sont tous jeunes, beaux, souriants, presque inhumains. On dirait des mannequins créés en laboratoire pour servir l'État. Bref, des robots parfaits. Dans Starship Troopers, c'est le patriotisme qui est une performance. Et nous, spectateurs, on devient complices de ça sans même s'en rendre compte. Ce qui rend cette satire encore plus perverse, c'est son enrobage. Visuellement, tout dans Starship Troopers ressemble à un film d'action hollywoodien classique. Les combats sont épiques, la musique est héroïque, les plans sont nets, brillants, presque publicitaires. Mais si on y regarde de plus près, la violence est totalement absurde. Les soldats meurent comme des fourmis, et puis l'histoire avance, plus nos héros perdent leur humanité. Je suis ton supérieur. Désolé, à vos ordres. Il leur faut un nouveau lieutenant. Ça ne vous tente pas? J'accepte. Jusqu'à ce que je crève ou que vous trouviez mieux. Tout est filmé avec une sorte de froideur clinique, une distance, comme si la caméra elle-même faisait partie du système. Mais satire ou pas, faut bien se le dire, visuellement, Starship Troopers, c'est une énorme claque. En 1997, les effets spéciaux sont tout simplement bluffants. Les arachnides, alias les bugs en VO, sont animés avec un réalisme totalement dingue grâce à un mélange de CGI, de pointe pour l'époque, d'animatronique. Et les vaisseaux spatiaux sont aussi réussis parce que ce sont des maquettes filmées à l'ancienne, comme dans les premiers Star Wars. Un mix qui donne au film ce cachet visuel unique et ça reste encore impressionnant aujourd'hui. Et plutôt pas mal pour un film qui à sa sortie, je vous le rappelle, a été pris pour un vrai nanar. Ce qui fait de Starship Troopers un film culte, c'est surtout son propos. Ses thèmes résonnent toujours aussi fort, près de 30 ans après sa sortie. La propagande médiatique, la militarisation de la société, la glorification de la guerre, et surtout la citoyenneté conditionnelle. Dans ce futur, seuls les militaires ont le droit de vote. C'est un monde où les droits se méritent par la guerre et où l'individu n'est rien sans l'État. En gros, tu vas avoir des droits, va tuer des aliens. Nous avons besoin de vous tous. Service planétaire, citoyenneté garantie. Forcément, aujourd'hui, ça ne peut que nous parler. Au vu de l'actualité mondiale, on est forcément touché par ce film. Mais il faut savoir que Verhoeven, depuis le tout début dans ses films, en tout cas de SF, il nous a toujours alerté sur ces choses. Il le faisait déjà à l'époque de Robocop, il l'a fait aussi dans Total Recall, et il le refait à nouveau dans Starship Troopers. Et le film m'avait aussi marqué à l'époque parce que, en gros, si t'as pas des bonnes notes, si t'es mauvais à l'école, tu finis dans l'infanterie, et en gros, tu vas te faire défoncer. Si t'as des bonnes notes, si tu réussis à l'école, tu finiras général, dans un bureau, t'auras un bon salaire, et on t'enverra pas sur le terrain pour crever. Alors c'est pas toujours vrai, mais honnêtement, on n'est pas loin de la réalité quand même. Dizzy aussi qui réussit à force de s'acharner par coucher avec Rico, comme quoi là aussi il y a toujours de l'espoir. Et sa mort reste une scène terrible, parce qu'on a fini par s'attacher à elle, à Dizzy. Bon, en plus l'actrice est magnifique. On va pas en parler parce que toutes les actrices dans ce film, c'est Paul Verhoeven qui réalise. De toute façon, on a compris, depuis Sharon Stone dans Total Recall... C'est pas drôle. Doug, tu rêves d'elle toutes les nuits. On sait que Paul Verhoeven, il choisit pas ses actrices non plus uniquement pour leur talent, parce qu'elles ont du talent ces actrices, mais elles ont aussi des physiques franchement qui sont très très agréables à regarder, surtout quand t'as 15-16 ans quoi, on va pas se le cacher. Et au final, elle mérite sa place, elle se bat comme un homme et elle méritait de devenir citoyenne, c'est pour ça que ça rend la scène encore plus puissante. Les scènes de bataille qui sont d'un sadisme rarement vu au cinéma, j'avoue j'adore ça. Quand t'as des scènes vraiment de violence comme ça, très cruelles, je pense par exemple à la mort de Rychek, qui est horrible, où il se fait couper les jambes, il avait déjà plus de bras, donc là forcément il demande à ce qu'on l'exécute. C'est une scène aussi qui est très marquante, qui est très touchante, moi j'avais vraiment été marqué par cette scène. Donc c'est pas gore pour être gore, ça a vraiment du sens. C'est là où Verhoeven il est extrêmement fort pour nous faire passer des messages.
grâce à la cruauté des images qu'il nous montre. Et il y a bien sûr la scène de fin, le pompage de cervelle. Bon bah si ça c'est pas une scène choc qui te marque à vie, c'est une scène d'un sadisme, d'une cruauté. Alors surtout que ça nous a été teasé un peu plus tôt dans le film, dans l'avant-poste, donc on sait exactement ce qui va lui arriver au pote de Carmen, et ça rend la scène d'autant plus difficile à regarder. Et puis je terminerai par l'intro du film, qui nous plonge direct dans l'action et qu'on redécouvre plus tard, mais d'un point de vue différent, hein, celui des soldats et non plus à travers un reportage. Moi je trouve que c'est une super idée, c'est en tout cas très surprenant la première fois qu'on découvre le film. Alors que Starship Troopers a marqué l'histoire du cinéma avec sa satire brillante et sa critique sociale percutante, les suites qui ont suivi n'ont fait que diluer cette formule, perdant peu à peu ce qui faisait la force du film original. Premier échec en 2004 avec un téléfilm réalisé par Phil Tippett, le maître des effets spéciaux derrière Starship Troopers. Avec Starship Troopers 2, héros de la Fédération, le film fait un grand saut dans l'horreur, abandonnant complètement la satire politique pour une approche plus classique, presque gore. Le budget limité et l'absence de la critique sociale du premier opus ont conduit à une réception globalement très négative. L'esprit du film original a lui complètement disparu. Retour en 2008 avec Edward Neumeyer, le scénariste des premiers films, qui prend les rênes de la réalisation de Starship Troopers 3, Marauder. Malgré le retour de Casper Van Dien dans le rôle de Johnny Rico, Marauder souffre d'un budget encore une fois limité et d'effets spéciaux franchement décevants. La satire tente bien un retour en abordant des thèmes religieux, mais le résultat tombe à plat, jugé confus et inefficace. Rien de l'ironie mordante du premier film. Après les échecs des films en prise de vue réelle, la saga tente une renaissance animée avec Starship Troopers Invasion, réalisé par Shinji Aramaki en 2012. Grâce à l'animation, le film parvient à offrir une action plus fluide et des scènes de bataille ambitieuses. Les personnages emblématiques sont de retour, mais là où le film brille, c'est en termes d'action. Il échoue totalement à capturer la dimension satirique du film original. Le scénario est banal, digne d'un jeu vidéo militariste sans le moindre recul critique. Même l'animation ne parvient pas à capter la magie visuelle du film de Verhoeven. Pour les 20 ans du film original, Starship Troopers Trader of Mars refait surface en 2017, toujours en animation 3D. Edward Neumeyer est de retour au scénario et Casper Van Dien prête à nouveau sa voix à Johnny Rico. Cette fois, on se rapproche un peu plus de la manipulation politique et de la propagande militaire. Mais malheureusement, la satire est bien plus faible que dans l'œuvre de Verhoeven. L'animation reste en retrait par rapport aux standards actuels et le film ressemble plus à un épisode étendu d'un jeu vidéo qu'à un véritable film de science-fiction engagé. Finalement, toutes ces suites ont échoué, là où Starship Troopers a brillé. Sa critique sociale acerbe, son ton ironique et son message subversif. Ces films ont cherché à prolonger l'univers sans comprendre ce qui faisait la magie de l'original. Le film de Verhoeven n'était pas simplement une guerre contre des aliens géants, c'était une dénonciation du fascisme et de la propagande. Malheureusement, les suites ont privilégié un pur divertissement, sans la profondeur qui faisait la force du premier opus. Mais Verhoeven a tellement été dégoûté par Starship Troopers que plus jamais il ne reviendra à la science-fiction. Quelques années plus tard, il va réaliser Hollow Man, qui sera son dernier film, en tout cas tourné aux États-Unis. Mais Starship Troopers l'a dégoûté. La réception critique, le fait que le monde entier n'ait pas compris son film et ce qu'il voulait nous dire, ça l'a tellement dégoûté que quelques années plus tard, il va revenir dans son pays finalement aux Pays-Bas pour tourner des films bien plus confidentiel. Et je trouve ça tellement dommage que le cinéma ait perdu un réalisateur de l'envergure de Paul Verhoeven. Mais il y a de l'espoir, puisqu'un remake de Starship Troopers est actuellement en développement. Et c'est Neil Blomkamp, le réalisateur derrière District 9, Elysium et Chappie, qui pourrait en prendre les rênes. Pourquoi Blomkamp est-il, selon moi, le meilleur choix ? Eh bien parce qu'il aborde des thèmes similaires à ceux de Starship Troopers, les inégalités sociales, la militarisation de la société et le contrôle gouvernemental. Il a cette capacité unique à mêler action et critique sociale, tout en offrant des univers visuels crédibles et percutants. De plus, son expérience dans la création d'effets spéciaux de qualité avec un budget maîtrisé laisse entrevoir un film ambitieux bien loin des excès de CGI des suites précédentes, souvent critiqués pour leur manque de finesse. Le projet est encore en phase de développement, mais les fans peuvent être optimistes. On espère que cette version saura non seulement capturer l'essence satirique du film de Verhoeven, mais aussi l'adapter aux préoccupations d'un public moderne de plus en plus sensible aux enjeux politiques et sociaux qu'il dépeint. Les suites de Starship Troopers ont échoué à reproduire ce qui faisait la force de l'original,
Cet équilibre subtil entre action frénétique et critique sociale acerbe, elles ont perdu l'alchimie qui faisait tout le génie du film. Si le remake de Blomkamp voit le jour, il aura pour défi majeur de retrouver cet équilibre délicat, en préservant l'aspect subversif et provocateur, tout en offrant une expérience cinématographique digne de l'original. Mais avec Blomkamp aux commandes, l'espoir demeure. Pour moi finalement, la seule question qui se pose, c'est après tant d'années d'incompréhension, peut-on vraiment espérer qu'un remake parvienne à capturer l'essence de ce film culte? À vous de me le dire. Tous les écoliers savent que les arachnides sont dangereux. Avec le temps, Starship Troopers a connu un véritable retournement critique. Longtemps moqué, longtemps incompris, il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands exemples de satire subversive du cinéma hollywoodien. Ce retournement s'est fait progressivement au fil des années 2000 et 2010, à mesure que les dérives qu'il dénonçait devenaient de plus en plus visibles dans la réalité, avec la militarisation de la société, la montée des discours ultranationalistes, les brutalités policières, et le culte de l'image et de la propagande. À partir des années 2020, en pleine crise sanitaire mondiale et face à des gouvernements réagissant aux crises sociales par de plus en plus de répression, la lecture du film a pris d'ailleurs une résonance nouvelle. Comme l'écrivait David Roth dans The New Yorker en 2020, Starship Troopers dépeint un monde où l'humanité, fondée sur le fascisme et la violence, est bloquée dans une impasse, incapable de proposer autre chose que la guerre, même quand elle est inefficace. Près de 30 ans après sa sortie, le film est devenu un classique culte, non seulement pour sa mise en scène spectaculaire ou ses effets spéciaux, mais surtout parce qu'il demeure un miroir cynique de nos sociétés modernes, avec ses critiques toujours d'actualité. Mais Starship Troopers n'a jamais changé en fait. Ce qui a changé, c'est notre regard sur lui. Ce qui paraissait un film d'action bourré d'explosions est devenu avec le temps une critique féroce du fascisme, de la propagande et de la guerre. C'est un film qui nous montre ce que l'on veut voir, pour mieux nous pousser à remettre en question ce que nous sommes prêts à accepter. Une satire qui nous fait rire tout en nous interrogeant, qui nous vend la guerre pour mieux en dévoiler la réalité. En fin de compte, Starship Troopers, c'est du pur Verhoeven, provocateur, subversif et plus intelligent qu'il n'y paraît au premier abord. Alors que les suites ont échoué en oubliant cet équilibre entre action et critique sociale, l'espoir reste qu'un remake sous la direction de Blomkamp puisse retrouver cette alchimie. Aujourd'hui, Starship Troopers n'est plus seulement un film d'action, mais un chef-d'œuvre incompris, devenu culte. Un film qui, à force de dénoncer la violence et la propagande, nous renvoie à notre propre conditionnement et à nos sociétés d'aujourd'hui. Un couteau, on s'en passe dans une guerre atomique. On se contente d'appuyer sur le bouton. Mets la main droite contre le mur. Mets la main droite contre le mur. L'ennemi n'appuiera pas sur le bouton si on lui paralyse la main droite. Médecin! J'adore toutes ces scènes au camp d'entraînement. Voilà, le sergent Zim, pour moi, c'est le meilleur. On me l'enlèvera jamais. Et rien que ça, pour moi, ça fait de ce film un chef-d'œuvre du cinéma et un film culte. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur Starship Troopers cette semaine. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Alors, il y a tellement de choses que vous pouvez évoquer en commentaire, notamment sur les suites, sur le film de 97. Est-ce que vous l'aviez vu ? Pour ceux qui l'ont découvert à l'époque comme moi au cinéma, comme justement un film fasciste ou pas. Moi en tout cas c'était pas mon cas, mais comme je l'ai dit j'étais peut-être trop jeune. Et que pensez-vous de ce projet de remake de Neil Blomkamp? À mon avis vous allez de toute façon être contre, hein. Je commence à vous connaître un petit peu. Continue. Soyez contre et puis on verra au moment où ça va un petit peu se concrétiser ce projet, ce que ça va donner. Moi j'attends toujours de voir les premières images au moins et puis bien sûr la sortie du film pour me faire un avis. Je ne tire jamais sur les projets avant leur sortie. Je trouve que c'est trop facile, il y en a qui en ont fait leur spécialité, notamment sur YouTube, c'est pas mon cas. Bonjour toi. Si vous voulez aider cette chaîne à se développer, je vous rappelle qu'il vous suffit de vous abonner en un clic. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également rejoindre la section membres qui vous donne accès à de nombreux contenus exclusifs et en avant-première, sans oublier la cagnotte Tipeee, mon Instagram aussi où je suis très actif, tous les liens en description. En attendant, certains auront deviné de quel film on va parler la semaine prochaine. Pour les autres, je vous laisse la surprise, parce que derrière chaque film se cache une nouvelle histoire fascinante à raconter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Clap Story.